Le match dans le match reçoit une figure du rallye monégasque, 9 fois champion du monde WRC aux côtés de Sébastien Loeb. Daniel Elena est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, hein. Je suis là. Et Daniel, avant de revenir sur votre carrière, un petit mot sur l'actualité. Qu'avez-vous pensé de cette 92e édition du Monte-Carlo avec des conditions météorologiques compliquées? Estival, surtout estival. C'est sûr que pour un Monte-Carlo, c'est soi-disant le rallye le plus compliqué de l'année avec les conditions climatiques changeantes, la glace, la neige et des trucs comme ça. Cette année, une semaine avant, je pense que ça aurait pu être très folklorique parce qu'il y avait des températures vraiment négatives et très froides. Et malheureusement, cette semaine, ça a été un peu plus le redout, comme on dirait, mais il y a quand même eu 2-3 pièges, mais c'était plus facile. On en parlait dans l'émission tout à l'heure. Thierry Neuville qui a réalisé une excellente prestation. Est-ce enfin, entre guillemets, la bonne année pour lui? Attendez, on est juste au Monte-Carlo, il reste encore 12 manches derrière. Hein. Je veux dire, quand on était avec en équipier, c'était en 2019-2020, il avait remporté aussi sa première épreuve. Là, c'est la deuxième fois qu'il la gagne. Donc, je sais pas, de toute façon, qu'il s'amuse et qu'il prenne du plaisir, et c'est l'essentiel, quoi. Est-ce que ça sera la bonne année? Rendez-vous au mois de novembre. On a un pronostic. Vous avez le droit de vous tromper, bien sûr, s'il est trop tôt. Mais, en fait, il y a vraiment 4 pilotes qui font vraiment la saison complète, donc ça va se jouer entre ces 4 pilotes. Aujourd'hui, c'est lui qui a tiré son épingle du jeu. Il a pris des points en plus parce que Sébastien Ogier va faire qu'une demi-saison. Il a pris des points importants aux 3 autres, on va dire, qui restent sur le plateau. Vous parlez de ces pilotes qui ne disputent qu'une partie de la saison. Vous vous êtes dit triste de voir, je cite, partir ce sport en vrille quand Kalle Rovanperä a annoncé qu'il ne disputerait qu'une partie de la saison. Pourquoi ces propos? Ces propos, je veux dire, quand on est champion du monde en titre, qu'on a 23 ans, même si je comprends que Kalle, il est dans une voiture depuis l'âge de 8 ans, hein, si on revient sur YouTube, ses premières vidéos quand il était jeune, à 15 ans, 16 ans, il était déjà, comme on dirait, le cul dans une WRC, à faire beaucoup de kilomètres. Il commence à être un petit peu fatigué de tout ça, parce que, mine de rien, les voyages, les déplacements, c'est... Tout le monde voit que le haut de la sphère, quand on est sur le rallye, ils font 13 rallyes dans l'année. Non, non. Il y a les séances d'essai, les réunions, les trucs avec la presse, les salons. C'est énormément de pression et de temps qui est pris sur la vie familiale. Kalle a 23 ans, il est jeune, il a envie peut-être de voir autre chose. Ça fait déjà 7 ans qu'il est là, quoi, quasiment. Hein. Je veux dire, il courait quasiment en championnat du monde, il avait que 17 ans. C'était le copilote qui conduisait sur les routiers, lui faisait les spéciales. Donc voilà, c'est peut-être tout ça. Mais quand on est champion du monde en titre, à son âge, de pas venir, allez, fais-le 3 fois. Et où j'ai dit, où c'est pas méchant, mais nous, les 9 titres, on les a fait consécutifs. Après, il y a eu Seb Ogier qui en a fait 7. Il s'est fait battre par Tanak, qui lui a cassé le truc d'aller chercher notre record de 9 consécutifs. Kalle, il y était, il était parti pour. Donc moi j'ai dit merci Kalle de nous avoir laissé au moins ce record des 9 consécutifs. Même si peut-être que dans 10 ans, il aura 10 titres. On a parfois tendance à dire c'était mieux avant. Le rallye, est-ce que c'était mieux avant? Alors je ne vais pas passer pour un vieux bip. Hein. Voilà, on est en direct, on essaye de ne pas la faire ça. Vous avez vu, j'ai encore de la bouteille. Hein. Non, moi, je suis le premier à dire que les meilleures années, c'est même pas moi qui les ai connues, c'était encore 10 ans avant moi, quand c'était le Grand Rallye, il y avait 300 voitures au départ, j'étais gamin, j'allais les voir moi en mobilette, c'était une grande fête, ça durait plus d'une semaine, on partait, il y avait ce qu'on appelait le Monte-Carlo de concentration, ça partait de toute l'Europe, c'était juste magique. C'est pour ça que, indirectement, je l'ai fait, le dernier vrai Monte-Carlo en 97, moi je suis parti de Turin, avec ma petite 106, avec mon meilleur ami, et on a fait le Monte-Carlo en amateur, comme c'était notre truc. Ensuite, ça continuait sur le rallye Monte-Carlo historique, qui le font encore un petit peu de partir un peu de toutes les villes d'Europe. Mais là, maintenant, c'est cantonné, c'est vraiment le rallye moderne qui veut ça, mais faut vivre avec son temps après. Daniel, on va parler de vous maintenant, si vous le voulez bien. Vous êtes monégasque, vous êtes né ici, c'est la capitale Monaco du sport automobile. Le sport auto, pour vous, c'était une évidence? Bon, en fait, il y a 2 choses. Quand on est à Monaco, c'est où on fait, hors football, où on fait du sport auto, parce que c'est quand même le seul pays, comme je dis souvent, qu'il y a toutes les catégories reines qui sont là, que ce soit la Formule 1,
La Formule I, le WRC, donc 3 championnats du monde majeurs qui sont à Monaco. Sur 3 km², c'est juste magnifique. Ou après, on fait du bateau, comme j'ai fait, moi, pendant 15 ans. J'étais au Yacht Club de Monaco. J'ai grandi dans les bateaux et dès que j'ai eu la chance d'avoir le permis de conduire, je suis passé dans les voitures. Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je suis vraiment bon dans ça? Alors, il n'y a eu aucun moment. Hein, c'est-à-dire, après, c'est des sacrifices, c'est du travail. Depuis l'âge de 13-14 ans, sur les bancs d'école, je voulais faire du sport mécanique, vivre de ça, quoi. Que ça soit pilote, copilote ou même mécano dans une équipe. J'ai tapé au milieu, c'était pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le sport auto? Des trucs qui sont en train de disparaître, hein, le bruit, l'odeur, les sensations. Comme je dis souvent, c'est un truc qu'on ne peut pas décrire. J'ai fait tous les manèges du monde, j'ai fait du saut à l'élastique, des trucs comme ça, mais la sensation, les vibrations, les odeurs, quand on est dans une caisse de course, lancé à 180 entre les arbres avec un ravin à côté, c'est une adrénaline qu'on ne peut jamais décrire, quoi. C'est des faits de course, c'est changeant, la météo, les trucs. Mais voilà, c'est ces sensations-là de toujours se remettre en question et toujours sortir le meilleur, quoi. Si j'ai bien fait mes recherches et mon travail, en tant que pilote, vous n'avez pris part qu'à une seule manche de WRC. Oh, bah, bouh, mauvaise note. Non, c'est pas bon? 97, c'était déjà du WRC. Donc 2. 98, je l'ai refait, c'était du WRC. Moi, j'ai 98, donc Ouais. et 97. Et 97. Alors, j'ai mal fait mon travail, j'en suis désolé. C'est pas vous. Quel- Wikipédia, peut-être. Quel souvenir vous gardez de vos 2 manches donc de Coupe du Monde disputées? Au volant. Oui. Bah, 97, un très bon souvenir jusqu'à l'avant-dernière spéciale où j'étais en tête de ma catégorie et comme un jeune fougueux, j'ai senti la mer qui me rappelait, on rentre à Monaco, on rentre à la maison et on est resté en haut, on a sauté en haut de la colle Saint-Michel. Donc le rallye s'est arrêté là. Et 98 où je finis deuxième de ma catégorie, donc des souvenirs sympas, quoi. 98, c'est cette année où commence votre collaboration avec Sébastien Loeb. Elle a débuté. Ouais, 98, ouais. Oh putain, je suis Alzheimer. Non, oui, 98, ouais. Ah, j'ai je cru que faisais les c'était deux. 2 erreurs. Je faisais les deux. Ça a débuté comment cette collaboration? Bon, en fait, on était adversaires en 97. Donc, moi, j'étais copilote de Hervé Bernard dans le volant 106, qui était une épreuve nationale, donc où tous les jeunes loups se retrouvaient là. Et Seb débarquait, c'était ses premiers rallyes. Et en fait, c'était une grande famille. On reconnaissait tous ensemble pour faire des économies de budget, des trucs comme ça. Et en fait, on n'était pas adversaires. On a sympathisé. Et moi, mon pilote, fin d'année, il a arrêté donc le sport auto parce qu'il allait se marier, il allait devenir papa. Et puis ça avait un coût, quoi, puisqu'on était amateurs. Je veux dire, toutes nos payes, on les mettait là-dedans. Et Seb, lui, c'était le jeune loup, vraiment le fougueux, vraiment qui allait déjà très très vite. Et il a essuyé 2-3 copilotes en début de carrière où ils avaient peur, où ça le faisait pas. Et on se retrouvait mois de novembre 97, à la fin d'une épreuve. Qu'est-ce que tu fais toi l'année prochaine? Moi, mon pilote, il arrête, je cherche un pilote. Moi aussi, mon copilote, il arrête. Et c'est de là qu'on a décidé de se dire pourquoi on n'essayerait pas de rouler ensemble. Moi, je cherche un pilote, toi, tu cherches un copilote. On avait sympathisé pendant l'année et c'est parti de là, quoi. Et ça a tout de suite matché? Ça a tout de suite matché. Et en fait, le courant est passé. On était jeunes. Moi, je repartais sur une année. Je savais pas où on allait. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des rallyes, ce qui était ma passion, à moindre de budget. Quand on était copilote, j'amenais des sous pour les reconnaissances ou des engagements, des trucs comme ça. Et voilà. Et puis, une amitié est née. Le feeling est resté dans la caisse et on a été jusqu'où on a été, quoi. On le sait, un pilote doit avoir une confiance quasiment aveugle en son copilote. Qu'est-ce qui différencie un bon copilote d'un excellent copilote? Le cerveau, un copilote, c'est un cerveau, un copilote, ça n'a pas. Du moins, le pilote n'a pas de cerveau, quoi, je veux dire. Mais non, c'est le truc, c'est oui, il faut qu'on soit à 110% ensemble. Je veux dire, il y en a souvent, ils me disent, ouais, tu es ses yeux, tu es ce truc, mais voilà, il faut que ça matche. Je veux dire, je sais très bien, du moment où je lui balance la bonne note, que lui va tout faire pour aller le plus vite possible, de garder la caisse sur la route. Donc c'est sûr, des fois on se met en travers, mais non, faut pas faire ça. Non, on balance la note d'après parce qu'on sait qu'il est en train de se battre pour la garder et voilà, quoi. Il faut que ça matche. Ça prend combien de temps à s'installer une bonne relation entre un pilote et copilote? Ça peut être très rapide, mais après de passer au stade supérieur où on a été avec Seb, c'est qu'on se regardait, juste un regard, on n'avait pas besoin de se parler, on savait exactement ce que pensait l'autre. En fait, on était devenus des machines.
parce qu'on a été formé derrière pour essayer d'aller chercher la performance, de toujours se remettre en question et de toujours aller chercher le petit truc pour être devant les autres. Et en fait, on était devenus deux machines de guerre. On était formatés. D'ailleurs, chez Citroën, c'était réputé pour être appelé l'armée rouge. Et en fait, nous, on était là-dedans, quoi. C'était la droiture, les sacrifices, et on y va, et voilà. Est-ce que c'est frustrant par moment d'être copilote et dans l'ombre quelque peu du pilote? Bah non. Non? Non, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je voulais juste réussir dans les sports mécaniques. Et donc moi, le cul dans la caisse, des sensations, comme j'ai dit, que je peux pas décrire. Non, je prenais juste du plaisir à chaque fois, que ce soit pilote, copilote, ou même dans les galères. Les galères, aujourd'hui, on n'en garde que des bons souvenirs. Donc il n'y a pas de frustration. Non. À quel moment vos rêves de champion du monde, ils sont nés avec Sébastien Loeb? En fait, il n'y avait pas de rêve de champion du monde. Moi, ce que je... Il y a bien un moment où vous... Mon rêve, c'était de pouvoir vivre du sport auto. Oui, mais à un moment donné... Déjà, on a été champion de France. C'était pas mal. Mais la même année, on a été champion du monde junior. Ça, tout le monde dit les 9 fois, mais bon, il y a un titre de champion du monde junior en 2001, quoi. Donc, ce rêve, il était bien. Après, c'était d'être dans une usine, de travailler, d'aller en championnat du monde. Et quand on est arrivé, il y avait les grands noms qui étaient là. Ben, il fallait aller se battre, quoi, pour aller les chercher, quoi. Mais le problème, c'est qu'on était d'entrée rapide, quoi. Donc, c'est sûr que l'objectif de devenir champion du monde est arrivé assez rapidement à partir de 2003. Ouais. Vous avez donc été champion du monde 10 fois, dont une fois chez les juniors, 9 fois consécutives chez les grands, entre guillemets. Comment est-ce qu'on arrive à être aussi régulier dans l'excellence? C'est un travail quotidien? Bah, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est des sacrifices et du temps passé qu'on voit pas. On voit juste le haut de la pyramide, mais les séances d'essai, les réunions avec les ingénieurs, les réunions techniques, développer les pneus, développer des suspensions, développer des moteurs, tout ça, c'est du travail, quoi. Après, comme je raconte souvent, là, les 10 titres, c'est la première fois qu'on est champion du monde, mais c'est un truc, mais c'est dans la tête, c'est un truc de barjo. Les derniers kilomètres, on pleurait dans la voiture. Moi, j'avais du mal à annoncer les notes, mais il fallait quand même les balancer parce qu'il fallait finir le rallye, quoi. Et on pleurait dans la voiture. Donc ça, c'est juste, mais féerique. C'est magique. D'ailleurs, on est en 2024, c'est les 20 ans de notre premier titre. Le deuxième, on se dit, on a été une fois, ça serait quand même pas mal d'y aller une seconde fois. Parce qu'à ce moment-là, c'est que le record, c'était 4 titres. 4 titres espacés. Il y avait Juha Kankkunen qui en avait 4. Il y avait Tommi Mäkinen qui en avait 4. Et après, il y avait Carlos Sainz qui en avait 2. Donc, c'était pas se dire, je vais en gagner 50 dans ma vie, quoi. Donc, c'était, ça serait pas mal d'essayer d'aller déjà chercher le deuxième. Carlos Sainz, qui était mon idole quand j'étais gamin à Mobilette, j'allais le voir. Il était 2 fois champion du monde, il était dans mon équipe, quoi. Donc déjà, on l'a battu. Donc, on y arrive une deuxième fois. C'est beau, ça. Bon, allez. On essaye et on repart. Et ouais, mais après, c'était plus la même. Quand on a été chercher le deuxième et le troisième, c'était, on est champion du monde. On est les hommes à abattre. À nous de le conserver. Donc on partait déjà dans une autre optique. C'était pas de devenir champion du monde, c'était de conserver notre titre. Et donc après, c'était une autre approche aussi. Si vous deviez, Daniel, ressortir un moment dans votre carrière, ça serait lequel? Le Monte-Carlo 2002, où on nous a retiré la victoire sur tapis vert. C'est quand même la première fois que j'allais voir serrer la main au Prince Albert sur le podium du Monte-Carlo. Ce qui m'a fait rêver toute ma vie, quoi. Je pense que c'est pour un Monégasque. D'ailleurs, c'était jamais arrivé qu'un Monégasque remporte le rallye de Monte-Carlo. Voilà. Mais c'est pas une victoire, mais où. C'est un souvenir que c'est un souvenir, ouais. Moi, quand j'ai dû renvoyer la coupe le lendemain, c'était dur, mais. Vous n'avez pas essayé de la cacher? Hein? Non, c'est pas grave. On l'a eu l'année d'après. On le sait, Daniel, le rallye, c'est ultra dangereux. C'est quoi le moment où vous avez eu le plus peur? Jamais. Jamais? Jamais. Faut pas avoir peur quand on est dans le rallye? C'est encore une autre théorie à la Daniel. Mais si on a peur, on hésite. Si on hésite, on balance la note en retard. Si on balance la note en retard, on est dans le ravin. Donc autant pas avoir peur. Donc non, vaut mieux pas. J'ai toujours eu confiance jusqu'à la dernière seconde. Bon, des fois, une fois qu'on était en l'air, on y est, quoi. Mais quand on sort, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'y penser. Donc la peur, faut l'oublier.
faut enlever ce moment d'hésitation. Quand on est dans le rallye tout au long de l'année, c'est quoi la chose la plus agréable? Quand on est dans la caisse, quoi. Quand on est dans notre bulle, on est sur notre planète, on est déconnecté de tout. Et qu'on je lui balance les notes et que lui, je vois qu'il répond avec le volant et trucs. Voilà, quand on fait ça, c'est pour y arriver à ce moment-là, c'est quand on a le casque et le cul dans la caisse, quoi. Et à contrario, la chose la plus pénible? Les médias. J'étais sûr, je sais pas pourquoi j'ai senti que vous alliez me répondre ça. Non, c'est pas ça, c'est que les médias, ça raconte des histoires. Il en faut hein, pour les partenaires, écrire des histoires. Mais après, il faut qu'il y ait de la vérité aussi. Il y a des années où on a mal vécu, c'est les années où il y a eu Seb Ogier qui était avec nous dans l'équipe et les médias nous ont monté un petit peu l'un contre l'autre pour vendre du papier, pour vendre des histoires qui est fausse. Tout à l'heure, j'ai vu Seb Ogier, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier truc, il m'a dit « Ouais, Danos, comment ça va ?» Il m'a claqué la bise, il a demandé comment ma fille allait et il a rigolé et voilà. Tous les médias ne sont pas comme ça. Tous les médias ne sont pas comme ça, mais il y a une partie des médias qui fait partie de ça. Mais il en faut. Mais voilà, les vraies histoires, elles sont là-haut. On va revenir une dernière fois sur votre duo avec Sébastien Loeb. Ça s'est terminé en 2021. C'est un regret? Je ne me rappelle pas. J'ai Alzheimer. Alzheimer, ah oui, vous me l'avez dit tout à l'heure. Ah, c'est fou. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous devenez aujourd'hui ou vous l'avez oublié aussi? Aujourd'hui, je travaille avec mon épouse. On a un magasin spécialisé dans le sport auto. Et on a aussi un magasin où on fait des t-shirts qu'on fabrique nous-mêmes. Et que ce soit pour des associations, des pros ou des particuliers. On a des boutiques. On a 2 boutiques. Et je reprends du service aussi dans le championnat du monde des rallyes, mais en tant que manager pour 2 jeunes Boliviens qui sont venus me chercher pour que je puisse les conseiller et d'aller essayer de chercher leurs titres respectifs dans leur catégorie. Le sport mécanique, on a l'impression que ce sera jusqu'à la mort. Pour vous, c'est une passion qui est... C'est un ADN, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est en vous. Mon épouse fait du rallye aussi, donc on fait des rallyes ensemble pour s'amuser au niveau régional, et ça c'est génial. Et je vous promets que ma fille, aujourd'hui, vous lui mettez une voiture, une Barbie, elle va plus vers la voiture, elle a 3 ans, quoi. Et là, aujourd'hui, elle était là, voiture, là, ça c'est magique. Oui, et c'est quelque chose que vous avez voulu transmettre à vos enfants ou c'était naturel? Attention, vous venez à la maison, il n'y a pas une photo de rallye, il n'y a pas une coupe, il n'y a rien. On essaye d'être dans un univers parce qu'il faut savoir en sortir aussi, sinon vous devenez zinzin. Mais après, elle y est tous les jours à la boutique, il y a des voitures dans la... Elle n'a pas de chance, hein. Mais à la maison, non. Mais oui, c'est naturel, quoi. Mais après, elle fera ce qu'elle veut. Elle veut faire de la natation synchronisée, au moins, j'attraperai pas la crève parce qu'il fait froid dehors. Daniel, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Rien, de vieillir normalement et de continuer à prendre du plaisir et à pouvoir transmettre cette passion que j'ai eue et aider ce que je vais faire là, des jeunes à y arriver. C'est normal pour vous de transmettre? C'est quelque chose à laquelle vous avez pensé tout au long de votre carrière? C'est un truc que j'ai pas eu la chance d'avoir. Donc j'ai appris vachement sur le tard, sur le terrain ou des trucs comme ça. Donc maintenant, le truc c'est, voilà, je fais des stages de copilotage pour les jeunes. J'ai une idée derrière la tête qu'il faut que je voie avec les fédérations pour les jeunes. Vous pouvez nous en dire un mot ou pas du tout? En fait, il y a une catégorie qui s'appelle les juniors, les licences juniors, où c'est à partir de 16 ans, où ils ont le droit de monter dans une voiture avec leur frère ou avec leur père, leur mère, ça dépend, mais ils ont le droit de faire du sport auto, copilote, à partir de 16 ans. Et ce que j'aimerais, c'est, venez me voir, que ça soit obligatoire, parce que ce que j'ai eu moi, j'ai débuté sur le tas, je savais rien. Et c'est juste, venez, on fait un stage d'une journée. C'est juste comme si on passait un mini permis de conduire, leur donner les bases et aller vous amuser. On suivra ça avec attention, Daniel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prolongation entre la France et le Danemark en finale de l'Euro. Je sais que ça c'est bon ça. Vous suivez ça, on va aller regarder la fin ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous avec TV Monaco. Tout de suite, la météo.